amis, permettez-moi de vous adresser ces paroles non pas comme un expert distant, mais comme quelqu'un qui a observé le cheminement de la vie, le travail souvent silencieux de l'âme et la manière dont nous tentons, parfois maladroitement, de recoller les fragments brisés de notre existence. J'ai vu tant d'hommes et de femmes qui, avec une détermination admirable, ont tout essayé pour apaiser leurs souffrances. Ils se sont engagés dans thérapie après thérapie, ont dévoré livre après livre et ont pratiqué technique après technique. Et pourtant, une douleur, tenace et invisible, persiste, les laissant se sentir prisonniers. Il m'est arrivé d'entendre cette question poignante, peut-être l'avez-vous portée en vous aussi, je fais tout ce qu'il faut, alors pourquoi est-ce que je ne guéris pas ? Ce n'est pas, je vous l'assure, un manque d'effort de votre part, mais plutôt l'action insidieuse de certaines erreurs, de pièges subtils, des erreurs invisibles qui, loin de construire les ponts que nous cherchons désespérément, érigent des murs sur le chemin de votre guérison. Votre guérison, je vous le dis, n'est pas un échec qui se prolonge, mais plutôt un voyage qui attend simplement d'être pleinement compris et navigué avec une nouvelle conscience. Abordons sans plus tarder la première de ces erreurs, celle qui est la plus difficile à débusquer parce qu'elle se drape souvent dans les meilleures intentions. C'est l'erreur de l'empressement, la volonté de vouloir guérir trop vite. Nous traitons, hélas, notre cœur et notre psyché comme s'ils étaient des machines à réparer, des objets auxquels nous assignons un délai de livraison strict. Nous sommes les enfants d'un monde obsédé par la vitesse, où tout est censé être instantané, où l'on exige des transformations rapides, des solutions expresses, mais la vérité fondamentale, celle que la neuropsychiatrie nous enseigne, est que la guérison émotionnelle échappe radicalement à cette logique de la commande en ligne. Le temps de la souffrance et le temps de la transformation ne sont pas linéaires. Moi, Boris Cyrulnik, ayant observé la temporalité du trauma, je sais que notre cerveau est incapable de simplement effacer une blessure, de la supprimer comme un fichier obsolète sur un ordinateur. La mémoire traumatique, elle, s'inscrit dans nos circuits neuronaux d'une manière très particulière et très profonde. Par conséquent, la guérison n'est pas un acte de suppression, mais de création. Elle exige que nous forgions de nouvelles connexions, que nous tracions de nouveaux chemins, que nous rédigions de nouvelles histoires au sein de notre esprit. C'est un processus qui, par nature, réclame du temps, qui exige la patience et qui, surtout, commande une immense douceur envers soi-même. L'empressement à guérir, en réalité, se retourne contre nous et devient une nouvelle source de douleur. À force de vouloir aller vite, nous nous installons dans le jugement, nous nous jugeons sévèrement pour ne pas avoir progressé assez rapidement, nous nous engageons dans une comparaison destructive avec ceux qui semblent avoir traversé et dépassé leurs épreuves avec plus d'aisance et de célérité. Et puis, il y a la culpabilité, ce sentiment lancinant de porter encore cette douleur alors que les mois, voire les années, ont passé. Mais permettez-moi d'insister sur ce point essentiel. Votre rythme est le seul rythme juste. Votre tempo de guérison est absolument unique. Il est votre empreinte digitale émotionnelle. Certaines blessures psychiques peuvent se refermer en quelques mois, bien sûr, mais d'autres, plus profondes ou plus complexes, exigent des années. Cela n'est en aucun cas un signe de faiblesse, mais la simple reconnaissance de la complexité inhérente à l'être humain. Pensez à l'arbre, cet être majestueux et résilient qui a été violemment blessé par la tempête. Sa cicatrisation, le temps nécessaire pour que le bois se reforme, prendra le temps qu'il doit prendre. On ne peut forcer cet arbre à guérir plus rapidement en tirant sur ses branches. De la même manière, votre psyché, dans sa sagesse biologique, a besoin de son propre rythme pour intégrer l'expérience, pour la transformer et pour permettre à la renaissance de s'opérer. La solution à cet empressement réside dans une redéfinition profonde de ce que signifie véritablement le terme « guérir ». Guérir n'est pas un retour en arrière, ce n'est pas retrouver la personne que vous étiez avant la blessure, comme si l'événement n'avait jamais eu lieu. C'est, au contraire, devenir quelqu'un de nouveau, quelqu'un qui a intégré cette blessure, qui l'a tissée dans son histoire, sans que cette blessure devienne l'unique définition de votre être.
c'est l'apprentissage de vivre avec une cicatrice. Une cicatrice qui, certes, rappelle le chemin ardu parcouru, mais qui ne vous fait plus souffrir intensément. Il est vital que vous vous donniez, de manière délibérée et active, la permission d'avancer lentement. Apprenez à célébrer les plus petits progrès. Ces moments où vous constatez que la douleur est légèrement moins intense, ces journées où vous parvenez à respirer un peu plus librement. Ces micro-victoires, loin d'être insignifiantes, sont les briques solides qui constituent les fondations de votre reconstruction psychique. Ceci nous mène directement à la deuxième erreur, une erreur souvent alimentée par la première, vouloir guérir seul. Cette idée, profondément ancrée dans notre culture, est que demander de l'aide est un aveu de faiblesse, que l'autonomie absolue est la seule preuve de force individuelle. On nous enseigne à cacher notre vulnérabilité, à considérer le besoin de l'autre comme une faille. Pourtant, la neurobiologie, la science de notre propre cerveau, contredit catégoriquement cette notion. Notre cerveau, je le répète souvent, est un organe social. Il est conçu littéralement pour se réguler et se stabiliser au contact et en présence d'autres êtres humains. La résilience, ce processus fascinant de reconstruction après le trauma, ne peut jamais se construire dans l'isolement. Elle émerge toujours dans la relation, dans l'accueil, dans ce que j'appelle le regard bienveillant d'un autre, un regard qui nous offre la sécurité nécessaire pour réécrire notre propre histoire. Les neurosciences affectives sont formelles et fascinantes sur ce point. Lorsque nous sommes en présence d'une personne capable de nous offrir de l'empathie, un sentiment de sécurité, notre système nerveux réagit immédiatement. Nous observons une régulation physiologique. Notre rythme cardiaque s'apaise, notre production de cortisol, l'hormone du stress, chute et nos aires cérébrales préfrontales, celles qui sont responsables de la réflexion, de la planification et de la mise en sens de nos expériences, deviennent plus actives et fonctionnelles. En d'autres termes, pour une guérison complète, nous avons une nécessité littérale et biologique des autres. Ce n'est pas un défaut de caractère, c'est notre design biologique. Les humains ne sont pas faits pour être des loups solitaires. Maintenir votre douleur enfermée à l'intérieur, dans le secret de votre fort intérieur, ne fait que la nourrir dans l'obscurité. Les émotions qui ne trouvent pas de voie d'expression fermentent. Elles deviennent psychologiquement et même biologiquement toxiques. Cette toxicité se manifeste ensuite sous forme de symptômes physiques divers, d'anxiété chronique, de dépression ou de maladies psychosomatiques. Mais au moment précis où vous trouvez le courage de partager votre récit avec quelqu'un qui a la capacité de l'accueillir sans jugement, un phénomène presque magique se déclenche. Votre expérience est validée. Elle quitte le domaine honteux du secret pour entrer dans le champ du partageable, de l'humain et du compréhensible. Vous n'êtes plus seul face à ce que vous perceviez comme un monstre intérieur. Le fait que quelqu'un d'autre voit ce monstre dans ce regard partagé et sécurisant lui fait perdre inévitablement de sa puissance. Comment corriger cette puissante erreur ? Commencez par identifier une figure de confiance dans votre entourage. Cela pourrait être un ami, un membre de la famille ou, de manière très professionnelle, un thérapeute. Ce qui importe n'est pas tant le titre de la personne que sa capacité éprouvée à vous écouter avec respect, à accueillir votre vulnérabilité sans vous juger. Si l'idée de l'ouverture vous terrifie, commencez petit en partageant une infime partie de votre histoire. Testez la réaction de l'autre, observez le niveau de sécurité que cette personne vous apporte. Si le sentiment de sécurité s'installe, vous pourrez alors, progressivement, aller plus loin dans la profondeur de votre récit. Et si votre entourage immédiat ne vous offre pas cette sécurité, la consultation d'un professionnel est indispensable. Consulter un thérapeute, je vous le répète, n'est pas un aveu d'échec, c'est un acte de courage immense, une reconnaissance que vous méritez activement du soutien sur votre chemin de guérison. Passons à la troisième erreur, celle de l'évitement. L'évitement est cette tendance quasi instinctive qui nous pousse à fuir tout stimulus, toute situation, tout souvenir qui pourrait raviver la blessure. Nous en venons à structurer notre vie autour de l'esquive de la douleur. Sur le court terme, cette stratégie fonctionne.
car elle apporte un soulagement immédiat. Mais à long terme, l'évitement construit une prison mentale et émotionnelle. À chaque fois que vous évitez ce qui vous fait peur, vous envoyez un message très clair à votre cerveau. Ce que j'évite est une menace réelle et je dois absolument m'en protéger. Notre amygdale, cette petite structure essentielle qui gère nos réactions de peur et de survie, devient alors de plus en plus sensible, de plus en plus réactive. Le territoire de ce que vous évitez s'étend, se dilate, jusqu'à ce que votre vie se retrouve rétrécie, limitée, toutes vos décisions étant dictées par le spectre de la peur. J'ai souvent insisté sur la nécessité de revisiter le trauma. Attention, non pas pour se complaire dans la douleur ou se rétraumatiser, mais pour engager sa transformation. J'utilise la métaphore du film de notre existence. Le trauma est cette séquence figée, terrifiante, qui se répète en boucle indéfiniment. Mais lorsque nous acceptons de revenir à cette scène, armés de nouveaux outils, entourés de soutien et avec une compréhension enrichie, nous acquérons la capacité de réécrire le scénario qui nous définissait. Nous ne changeons pas l'événement objectif passé, cela est impossible, mais nous modifions radicalement le sens que nous lui attribuons. Le trauma, au lieu de rester la seule et unique scène de votre film, devient alors un chapitre, certes difficile, dans une histoire bien plus vaste, une histoire qui continue, qui évolue et qui contient également sa part de beauté, de joie et d'amour. Pour corriger l'erreur d'évitement, vous devez vous engager dans ce que la psychologie nomme l'exposition graduelle. L'idée n'est absolument pas de vous précipiter de manière violente vers ce qui vous terrifie, ce qui serait une nouvelle agression contre vous-même. Il s'agit plutôt d'approcher progressivement, par très petites doses, ces situations, ces émotions, ces souvenirs que vous avez mis à distance. Si un accident vous a conduit à éviter de conduire, commencez simplement par vous asseoir dans une voiture à l'arrêt. Quand vous vous sentez un peu plus à l'aise, faites peut-être un très court trajet avec une personne de confiance. Dose par dose, progressivement, vous enseignez à nouveau à votre cerveau que la situation, bien qu'elle rappelle le passé, n'est plus synonyme de danger immédiat et que vous êtes capable de la gérer. Cela exige du courage, mais d'un courage doux, d'un courage compatissant, qui respecte vos limites tout en cherchant à les élargir délicatement. La quatrième erreur est, d'une certaine manière, l'opposé destructeur de la précédente. C'est l'erreur de la rumination excessive. C'est ce ressassement constant du passé, cette tendance à revivre la douleur encore et encore, sans jamais trouver la sortie, sans jamais avancer. Chez certaines personnes, l'attachement au trauma est tel qu'il en devient le noyau central de leur identité. Elles ne cessent de parler de ce qui leur est arrivé. Elles analysent méticuleusement chaque détail dans une quête incessante de réponses qui peut-être n'existent pas ou ne peuvent apaiser. Cette fixation obsessionnelle génère ce que j'appelle une mémoire traumatique brûlante. C'est une mémoire qui ne parvient jamais à se refroidir, à se distancer et qui refuse de se transformer en un simple souvenir historique. Certes, comprendre ce qui nous est arrivé, donner un sens à l'immensité de notre souffrance est absolument nécessaire. Mais il doit exister un point de bascule où l'acte de la compréhension cède sa place à l'action, où l'analyse intellectuelle s'efface devant le mouvement essentiel vers l'avant. Si tout votre temps mental est consommé à regarder dans le rétroviseur de votre vie, il vous sera impossible d'avancer sur la route du futur. Le paradoxe de la guérison est double. Elle exige simultanément la reconnaissance pleine et entière du passé et la création active d'un futur. Elle demande à la fois la validation de la douleur ressentie et la culture délibérée de la joie. Elle est l'équilibre entre pleurer ce qui a été irrémédiablement perdu et célébrer ce qui est encore possible d'advenir. Notre cerveau est doté d'une plasticité extraordinaire. Il conserve la capacité de créer de nouvelles connexions neuronales jusqu'à la fin de notre vie. Mais pour que cette plasticité travaille en faveur de la guérison, nous devons lui fournir les matériaux adéquats, de nouvelles expériences, de nouveaux apprentissages et surtout de nouvelles sources de plaisir et de sens.
Si nous dédions tout notre paysage mental à la revisite exclusive du trauma, nous ne faisons que renforcer les circuits neuronaux associés à la douleur. Inversement, si nous commençons à cultiver de manière active et quotidienne des moments de joie, des expériences positives et des relations qui nous nourrissent, nous créons alors de nouveaux circuits qui peuvent progressivement gagner du terrain et occuper une place prépondérante dans notre carte neuronale. La correction à cette erreur réside dans la recherche d'un équilibre dynamique entre le fait de reconnaître et d'honorer votre douleur et le fait de cultiver votre vitalité. Il peut être très bénéfique de vous octroyer un temps défini et limité pour être avec vos émotions difficiles, votre tristesse, votre colère, votre peur. Un moment où vous vous autorisez pleinement à les ressentir, à les accueillir. Mais après cela, vous devez consciemment réorienter votre attention vers ce qui vous donne un sentiment de vie. Cela peut être la musique, l'immersion dans la nature, un acte de créativité, le rire partagé avec un ami ou simplement la sensation rassurante de votre corps en mouvement. Ces instants de joie ne sont absolument pas une trahison de votre souffrance passée. Ils sont, au contraire, le terreau fertile dans lequel votre guérison est destinée à prendre solidement racine. La 5e erreur, et non des moindres, est celle de négliger votre corps dans l'intégralité du processus de guérison. Nous vivons dans une culture qui a une tendance historique à séparer radicalement l'esprit et le corps, les traitant comme deux entités distinctes. Nous avons tendance à croire que les blessures émotionnelles résident uniquement dans nos pensées, nos souvenirs, dans la sphère de la conscience. Pourtant, la vérité neurobiologique est indéniable. Le trauma s'inscrit dans l'intégralité de notre organisme. Votre corps, ce témoin silencieux, garde la mémoire de l'événement, parfois même de manière plus précise et fidèle que votre esprit conscient. Les recherches en neurosciences traumatiques ont établi que le trauma provoque une désorganisation profonde de notre système nerveux autonome. Ce réseau qui gère nos fonctions vitales de manière automatique peut rester bloqué en mode d'alarme, se manifestant par une hypervigilance constante, comme si le danger d'hier était encore présent ici et maintenant. À l'inverse, il peut y avoir un gel partiel, un état de dissociation ou de déconnexion, où nous ne parvenons plus à sentir notre corps, où nous dérivons dans un brouillard émotionnel. Ces états ne sont pas de simples phénomènes psychologiques, ils sont avant tout physiologiques. Votre système nerveux est désorganisé et une guérison complète est impossible si l'on ignore ou si l'on n'adresse pas cette dimension corporelle du trauma. J'ai souligné à maintes reprises l'importance du sensoriel dans le développement de la résilience. Les expériences monosensorielles positives, celles qui injectent du plaisir, de la douceur ou de la beauté dans notre corps, sont des outils de guérison d'une puissance insoupçonnée. Lorsque vous caressez un animal et que vous sentez la texture douce de sa fourrure, lorsque vous marchez en pleine nature et que vous inspirez profondément l'air frais, lorsque vous êtes ému par une mélodie et que vous ressentez ces vibrations dans votre poitrine, vous délivrez des signaux de sécurité absolument vitaux à votre système nerveux dérégulé. Le message est clair, ici et maintenant, tout va bien, tu peux te détendre. Le danger est passé. Pour corriger cette erreur, l'impératif est de réapprendre à habiter votre corps, à l'écouter avec attention, à en prendre soin. Cela peut passer par des pratiques douces et ancrées telles que le yoga, la danse, la marche consciente ou par des moments de réconfort physique comme les bains chauds ou les massages. Tout ce qui vous aide à ressentir vos sensations corporelles d'une manière qui vous paraît sécurisante est bon. Certains trouvent un grand bénéfice à travailler avec des approches spécifiquement centrées sur le corps, comme la thérapie somatique ou le MDR. L'essentiel est de bien comprendre que votre corps n'est pas seulement le véhicule de votre esprit. Il est une partie intégrante de votre être et il nécessite lui aussi une attention soutenue et une guérison active. La 6e erreur est une attente démesurée et irréaliste, celle de confondre guérison avec oubli.
Une grande partie des personnes blessées s'imaginent que guérir signifie effacer toute trace de l'événement traumatique, ne plus jamais y penser, agir comme si cette partie de leur histoire n'avait jamais existé. Cette croyance, en créant une attente impossible à satisfaire, mène inévitablement à la déception et à un sentiment d'échec perpétuel. La vérité est que vous n'oublierez jamais ce qui s'est produit, et ce n'est pas là l'objectif de la guérison véritable. Notre mémoire est ce qui nous donne notre continuité d'existence, elle est le tissu même de qui nous sommes. La résilience, dans ma conception, n'est pas un retour à l'état antérieur, mais une transformation profonde. C'est l'art complexe de tricoter une nouvelle histoire, solide et nouvelle, en utilisant les fils brisés de l'ancienne. Les événements douloureux demeurent dans votre mémoire, mais c'est leur impact émotionnel qui subit un changement radical. Ce qui était hier une blessure béante, saignant à chaque souvenir, devient progressivement une cicatrice. Une cicatrice est quelque chose que vous pouvez toucher sans ressentir de douleur aiguë, qui fait partie de votre paysage intérieur sans pour autant le dominer ou le submerger. Vous deviendrez capable de raconter votre histoire sans être submergé par l'émotion, de vous souvenir sans être rétraumatisé. Cette transformation s'opère par ce que les spécialistes appellent l'intégration narrative. Cela consiste à construire un récit cohérent de ce qui vous est arrivé, une histoire qui a un début, un milieu et surtout une continuation. Le trauma, par sa nature fragmentaire, a tendance à créer des trous noirs, des ruptures dans la narration de soi. Guérir, c'est recoudre activement ces fragments dispersés, c'est créer une histoire qui fait sens, même si ce sens n'est pas nécessairement agréable ou confortable. Votre histoire, souvenez-vous, ne s'arrête jamais au moment du trauma. Elle se poursuit à travers et au-delà de lui. Pour mettre en œuvre cette intégration, explorez différentes formes d'expression narrative. Écrire votre histoire, même si vous n'avez pas l'intention de la partager, peut être une pratique profondément libératrice. Parlez à un thérapeute dont le rôle est précisément de vous aider à construire ce récit intégré. Utilisez l'art, la musique, la littérature, toute forme d'expression qui vous permet de donner une forme tangible et organisée à votre expérience chaotique. Le pouvoir apaisant des histoires sur notre psyché est immense. Elles créent de l'ordre là où le chaos régnait. Elles installent du sens là où il n'y avait qu'une souffrance brute et indicible. La 7e erreur est celle de négliger l'importance de l'attachement. Cette erreur est particulièrement pernicieuse car, dans de nombreux cas, le trauma trouve précisément sa source dans le contexte des relations d'attachement précoces avec ceux qui étaient censés nous aimer et nous protéger. Si vos figures d'attachement initiales vous ont blessé ou trahi, vous avez fort probablement développé ce que l'on nomme un style d'attachement insécure. Vous avez appris que l'autre n'est pas fiable, que l'intimité est synonyme de danger et que la seule manière de se protéger est de maintenir une distance émotionnelle. J'ai beaucoup parlé de la figure essentielle des tuteurs de résilience. Ce sont ces individus qui, à un moment crucial de notre parcours, nous offrent un regard neuf, une présence fondamentalement sécurisante. Ils sont le terreau qui nous aide à retrouver la foi en l'humanité, à croire à nouveau dans la possibilité du lien. Les tuteurs ne réparent pas magiquement nos blessures, mais ils établissent les conditions nécessaires à l'épanouissement de la résilience. Ils sont le sol fertile dans lequel nous pouvons nous replanter après avoir été déracinés par la tempête du trauma. Notre cerveau est câblé pour l'attachement dès le premier instant de notre vie. Nous restons dépendants de la qualité de nos relations tout au long de notre existence. Les études sont unanimes. Des relations significatives et nourrissantes sont le prédicteur le plus important de notre bonheur et de notre santé globale. Nous sommes des êtres de relation et c'est inévitablement dans la relation que nous guérissons. Si vos attachements précoces ont été source de blessures, la guérison exige que vous osiez créer, patiemment, de nouveaux attachements plus sécurisants. Votre instinct, c'est vrai, vous commandera de vous protéger, de ne plus jamais vous montrer vulnérable. Mais cette protection, je vous l'ai dit, se transforme en prison. Corriger cette erreur demande une grande patience et un courage renouvelé.
Vous devez apprendre progressivement à faire confiance à nouveau, en commençant par de très petites doses de vulnérabilité avec des personnes dont la fiabilité a été démontrée. Une relation thérapeutique, je le souligne, peut servir d'excellent laboratoire sécurisé pour cet apprentissage, un espace où vous pouvez expérimenter une relation plus prévisible, respectueuse et profondément nourrissante. Enfin, la 8e et dernière erreur, celle qui peut englober le désespoir de toutes les autres, est de ne pas cultiver activement le sens et l'espoir dans votre vie. Après un trauma, il est terriblement facile de sombrer dans le nihilisme, de conclure que la vie est absurde, que rien n'a de sens, que l'avenir est un vide sidéral. Cette perte de sens est l'une des conséquences les plus dévastatrices du trauma, car elle vous vole votre capacité même à imaginer un futur désirable. Sans l'espoir, sans le sens, toute la motivation nécessaire pour s'engager sur le chemin ardu de la guérison s'effondre. Pourquoi faire l'effort si tout est vide ? Viktor Frankl, qui a survécu à l'horreur des camps, a démontré par ses observations que le sens est le moteur fondamental et irremplaçable de l'existence humaine. Il a observé que les survivants n'étaient pas les plus forts physiquement, mais ceux qui étaient parvenus à attribuer un sens à leur souffrance, qui portaient en eux un projet, une raison d'être qui les attendait après la libération. J'ai développé des idées similaires, insistant sur le fait que la même expérience objectivement terrible peut soit détruire complètement une personne, soit la renforcer, cela dépendant crucialement du sens qu'elle y attribue et du soutien qu'elle reçoit de son entourage. Le sens, rappelez-vous, ne tombe pas du ciel, il doit être activement construit. On ne le découvre pas comme un objet que l'on ramasse. On le crée délibérément à travers nos choix quotidiens, nos actions, nos engagements. Certains trouvent ce sens dans l'aide aux autres, dans ce que j'ai nommé la résilience assistée. Leur propre douleur se transforme en une compassion qui leur permet d'accompagner d'autres personnes blessées sur leur chemin. D'autres canalisent leur souffrance en art, en création, en littérature. D'autres encore s'engagent dans des luttes sociales ou politiques pour combattre l'injustice à la source de leur trauma. Vous devez vous poser cette question fondamentale, même au milieu de la souffrance. Qu'est-ce qui donne du sens à mon existence ? Qu'est-ce qui me connecte à quelque chose qui me dépasse ? Quelles sont les valeurs profondes qui m'animent et comment puis-je vivre en alignement avec elles ? Ces petites actions qui alignent votre vie sur vos valeurs sont des points d'ancrage essentiels du sens. L'espoir, tout comme le sens, est une compétence qui se cultive. Ce n'est pas une qualité innée qui vous est donnée ou refusée. Développer l'espoir exige de reconnaître que l'avenir n'est pas encore écrit, qu'il contient des possibilités que vous ne voyez pas encore clairement. Cela exige que vous preniez note des plus petits changements positifs. Cela demande aussi de vous entourer de personnes qui croient sincèrement en votre capacité de guérison, des personnes qui sont capables de maintenir l'espoir pour vous quand votre propre flamme vacille. Il faut également accepter que les rechutes font partie intégrante du processus, que les jours sombres ne sont pas un signe d'échec, mais une simple preuve que le chemin de la guérison n'est pas linéaire, mais sinueux. Nous avons donc parcouru ensemble ces 8 écueils majeurs: l'empressement, l'isolement, l'évitement, la rumination, la négligence du corps, l'attente de l'oubli, la rupture de l'attachement et le manque de sens et d'espoir. Chacune de ces erreurs est profondément compréhensible, intrinsèquement humaine. Nous faisons toujours de notre mieux avec les outils que nous possédons. Mais maintenant que ces pièges sont clairement identifiés, vous avez la possibilité de naviguer votre vie d'une manière différente, plus consciente et plus éclairée. La guérison émotionnelle, je vous l'affirme, ne ressemble en rien à un chemin droit et simple. C'est une route sinueuse, une alternance constante de montées abruptes et de descentes, des moments de clarté éblouissante succédant à des périodes de brouillard épais. Il y aura des jours où vous vous sentirez d'une force inouïe, convaincu d'avoir transcendé votre douleur pour de bon, et d'autres jours,
tout aussi légitime, où vous vous sentirez à nouveau brisé, où vous douterez de tout progrès accompli. C'est la normalité, c'est le processus même de l'être humain. S'il y a une vérité essentielle que je souhaite que vous reteniez aujourd'hui, c'est celle-ci. Votre blessure, quelle que soit sa profondeur, ne vous définit pas. Elle est un chapitre de votre histoire, certes, mais elle n'est pas l'intégralité de votre histoire. Vous êtes infiniment plus vaste que votre trauma. Vous portez en vous des forces de résilience insoupçonnées, des capacités de résistance et de transformation qui n'attendent que les bonnes conditions pour s'épanouir. J'aime rappeler l'analogie de l'huître, ce mollusque qui crée une perle magnifique en réaction à l'irritation causée par un grain de sable. La beauté, la transformation naissent de la blessure, non pas parce que la blessure elle-même est bonne, mais parce que la vie possède cette capacité extraordinaire à créer du neuf, même à partir de la destruction. Votre guérison n'est pas un point d'arrivée ultime, une destination finale où tout serait parfait et achevé pour l'éternité. C'est plutôt un processus en constante évolution, une danse subtile entre l'acceptation de ce qui a été et la création active de ce qui peut être. C'est apprendre à porter votre histoire avec une douleur moindre et une sagesse accrue. C'est la découverte profonde que l'on peut être blessé et intact en même temps, brisé et entier, marqué par le passé, mais paradoxalement pleinement ouvert à l'avenir. Je vous implore d'être infiniment patient avec vous-même. Offrez-vous la compassion que vous méritez, celle-là même que vous accorderiez si facilement à un ami traversant la même épreuve. Apprenez à reconnaître chaque petit pas que vous faites, même lorsqu'il vous semble insignifiant. Entourez-vous de ceux qui croient en vous, qui vous voient véritablement, qui peuvent maintenir l'espoir lorsque vous êtes incapable de le porter vous-même. Écoutez votre corps, honorez ses besoins, respectez son rythme, osez rêver à nouveau, même si cette audace vous terrifie, même si la peur d'être déçu est forte. Efforcez-vous de construire une vie qui a du sens pour vous, et non selon les standards ou les attentes d'autrui, mais en pleine cohérence avec vos valeurs les plus profondes. N'oubliez jamais que ce chemin n'a pas besoin d'être parcouru en une journée, ni même en un an. Vous avez votre vie entière devant vous, et chaque moment où vous choisissez consciemment la guérison plutôt que la stagnation, où vous optez pour la connexion plutôt que l'isolement, où vous préférez l'espoir au désespoir, est une victoire en soi. Ces moments s'accumulent silencieusement, comme les gouttes d'eau finissent par former l'océan, comme les pas successifs finissent par parcourir des kilomètres. Il y a une de mes citations favorites qui, je crois, encapsule parfaitement toute notre réflexion sur la résilience. Un malheur n'est jamais pur, pas plus qu'un bonheur. Un mot permet d'espérer, un sourire réchauffe, un lien peut être renoué. C'est ça la résilience, un tricot qui relie des morceaux de l'existence. Vous êtes actuellement en train de tricoter votre propre chef-d'œuvre de résilience, utilisant tous les fils de votre expérience, ceux qui sont sombres et ceux qui sont lumineux, ceux qui ont été cassés et ceux qui sont solides. Ce tricot, soyez-en sûrs, ne sera jamais parfait. Il présentera des irrégularités, des endroits où les fils seront légèrement emmêlés, mais il sera foncièrement le vôtre, unique, authentique et d'une valeur inestimable. Alors, si vous ne deviez retenir qu'une seule conviction profonde de tout ce que nous avons partagé, laissez-moi vous dire ceci avec la plus grande fermeté. Votre guérison est possible. Elle ne sera ni parfaite, ni immédiate, ni exempte d'effort, mais elle est intrinsèquement à votre portée.